Valéry Giscard d'Estaing, le principal objectif, c'est la réduction des inégalités sociales. Hold-up de Deauville, c'est peut-être Mérine, encerclée dans la forêt de Bernay. Finale du championnat de France de rugby Béziers-Montferrand, la grande chance des Montferrandais de décrocher leur premier titre. Le professeur Georges Maté, boycotter l'Argentine ne sert à rien, il faut tenter de convaincre. Bonjour, voilà donc pour les grands titres de l'actualité en ce dimanche 28 mai. Mais qui nous pardonnerait d'oublier l'un des grands événements de la journée? Je veux parler de la fête des mères. Grand par son succès commercial, grand également, il ne faut pas le négliger, par la tendresse. La fête des mères, c'est un peu la fête de la tendresse, même si parfois elle n'est pas toujours ouvertement exprimée. Mais si, j'aimerais en fait qu'ils organisent quelque chose, une table un petit peu particulière, qu'ils fassent un petit numéro amusant. Mais ça, ils ne le font pas toujours. J'aimerais que ça ne soit pas une obligation. Mais il est évident que si on ne donnait pas une date précise, il n'y aurait vraiment pas de fête parce qu'on ne déciderait pas d'un moment ou un autre de faire une fête pour une mère. Et en fait, c'est grâce à, hélas, à cette publicité pour les cadeaux que l'on se remémore cette date, étant donné qu'on n'est pas toujours plongé dans un calendrier. Alors oui, c'est peut-être ce côté-là. Et alors, quel est le côté qui vous le plaît le plus? Alors, c'est le côté fête, justement? Oui, c'est le côté de la fête, pas le cadeau. Le cadeau n'est pas important, en fait. Alors, quelle a été la fête des mères qui vous a le plus marqué? Ah, c'est la première, j'avais un enfant d'1 mois, donc, et c'était pour moi, c'était une hiérarchie, si j'ose dire. J'avais un enfant, j'avais le droit à cette fête. C'est très fier, elle était très importante. De loin, ça a été la plus importante. Et alors, si maintenant on décidait de supprimer la fête des mères, ça vous ennuierait? Je crois que ça ennuierait terriblement les enfants. Non, moi, je ne suis pas pour la supprimer. Bon, évidemment, cette offensive des cadeaux est un petit peu gênante, mais enfin, elle n'est pas absolument nécessaire. Il ne faut pas que les enfants soient disons, traumatisés s'ils ne peuvent pas acheter quelque chose, s'ils n'ont pas de sous et qu'ils n'ont pas le temps d'acheter quelque chose. Mais garder le symbole de la fête, oui, je crois que c'est une bonne chose. Et puis la fête aussi pour le président de la République hier soir, en compagnie de son épouse et des 212 habitants du village savoyard du Reposoir. Le chef de l'État a participé à un dîner particulièrement chaleureux pour marquer le 4e anniversaire de son élection. Au menu, bien évidemment, charcuterie de montagne et gratin dauphinois. Et pendant le repas, beaucoup de chansons. Le président a même avoué à Bernard Pradino que les habitants du Reposoir faisaient partie des Français qui chantaient le mieux. Toute la population du Reposoir, réunie devant la mairie, a d'ailleurs prouvé qu'elle chantait bien. Avec un choriste de choix, le chef de l'État lui-même, dans une interprétation spontanée de l'éternelle Étoile des Neiges. La fête organisée pour le 4e anniversaire de l'élection de M. Giscard d'Estaing a été sans doute émouvante pour le président de la République, mais surtout familiale et gaie. 212 habitants, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais tous ensemble, le maire en tête, cela prend vite une allure de joyeuse kermesse. Les seules absentes, les 30 carmélites de la Chartreuse voisine, qui ont quand même salué discrètement l'hélicoptère présidentiel quand il s'est approché du village. Très à l'aise, M. Giscard d'Estaing et son épouse ont visité le Reposoir en s'arrêtant fréquemment pour serrer des mains et signer des autographes. Beaucoup de mains et beaucoup d'autographes. Il est vrai qu'avant le repas d'anniversaire, les habitants des villages voisins étaient venus, eux aussi, saluer le chef de l'État. Au cours du dîner, le soir, les habitants du Reposoir ont parlé de leur vie quotidienne, de l'agriculture de montagne. Le grand moment de la soirée était bien entendu le gâteau d'anniversaire et les 4 bougies soufflées d'un seul coup. Devant les journalistes, M. Giscard d'Estaing a parlé de ses objectifs, une France plus pacifique dont la place dans le monde doit être respectée. Une France qui doit continuer dans la direction d'une meilleure justice sociale. Cette direction du progrès de la justice, ce n'est pas un hasard, si vous voulez. C'est pour moi une nécessité fondamentale. Regardez la population de ce village de Haute-Savoie. Vous avez vu la jeunesse, et vous voyez bien que cette jeunesse, désormais, les
inégalités dans son éducation, dans sa formation, sont en voie de disparition. Donc il n'y a pas de raison que vis-à-vis de jeunes Français qui auront eu la même éducation, la même formation, les mêmes responsabilités, il subsiste des inégalités sociales excessives. C'est pourquoi il est très important de faire avancer la France dans la voie du progrès et de la justice. Et je dirais c'est une de mes responsabilités personnelles. Le gouvernement y apporte naturellement sa contribution, mais en tant que responsable des grandes orientations de la vie nationale, je prendrai des initiatives pour que, en France, les inégalités soient réduites et la justice plus complètement assurée. Mérine ou pas Mérine? La question posée après l'attaque du casino de Deauville dans la nuit de vendredi à samedi, cette question va peut-être bientôt trouver une réponse. Au départ, tout le monde pensait qu'on avait affaire à un hold-up de type classique, entre guillemets. Et puis, finalement, au fur et à mesure des progrès de l'enquête, les policiers retiennent maintenant l'hypothèse Mérine. Il serait bien l'un des auteurs de ce hold-up, Gérard Mérigot. Oui, en effet, c'est même une quasi-certitude qu'ont ce matin les policiers, puisque dès 6 heures du matin, 2 gendarmes en faction près de Deauville ont cru apercevoir 2 hommes suspects qui s'enfonçaient dans les bois. Depuis, une gigantesque opération a été lancée et à laquelle participent maintenant 300 gendarmes appuyés par un hélicoptère, par le groupe d'intervention spéciale de la gendarmerie, dont on connaît l'efficacité. Ce bois fait 5 km² de superficie. On peut supposer que si les 2 hommes y sont toujours, on pourra les retrouver rapidement. Et puis j'apprends à l'instant que la brigade anti-gang est venue se mêler aux forces d'intervention et une maison proche du périmètre encerclé par les forces de l'ordre a été évacuée par mesure de sécurité. On craint en effet que les 2 fugitifs aient la tentation de prendre des otages pour couvrir leur fuite. Oui, alors ça c'est pour la chasse à l'homme, mais dès le début, certains éléments laissaient penser qu'on pouvait avoir affaire à Mérine. Oui, d'abord, l'auteur principal du hold-up s'est annoncé comme étant Mérine une fois dans le casino, mais il y a aussi 2 autres éléments. De la manière théâtrale et violente d'abord. Je vous rappelle qu'à 23h30 jeudi, les 2 auteurs du hold-up se sont rendus au commissariat de Deauville et ont demandé à parler à l'officier de permanence. Une manière peut-être de voir s'il y avait des forces en présence et ce qu'ils pouvaient craindre. Or, le principal auteur du hold-up, qu'on suppose être Jacques Mérine, s'est présenté comme le commissaire d'honneur. Bien entendu, ce commissaire n'existe pas. Et deuxième élément, le policier en faction a reconnu formellement Jacques Messrine sur les photos qui lui ont été présentées le lendemain. Ensuite, 10 minutes plus tard, quand ils se sont rendus au casino, Jacques Messrine et son complice, puisqu'on peut le dire maintenant, avec pratiquement toute la certitude requise, a présenté une carte bleu-blanc-rouge à l'entrée. Il s'est présenté comme un agent du fisc avec une carte bleu-blanc-rouge. Or, cette carte bleu-blanc-rouge est celle appartenant au sous-directeur de la santé que Jacques Mérine avait volée au moment de son évasion de la santé le 8 mai dernier. Bien. En Iran, 3 jours après son explosion, le puits de pétrole 126 de Maroun, dans le sud-ouest du pays, brûle toujours. Des flammes de 200 mètres de hauteur, un bilan de cette catastrophe qui s'élève pour l'instant à 7 morts. Et puis en Grande-Bretagne, encore dans la série catastrophe, ne sachant plus quoi faire du pétrolier grec Hellénis 5 qui s'est échoué dans l'est de l'Angleterre il y a 3 semaines et qui était responsable d'une marée noire, eh bien les autorités vont le faire exploser, ce pétrolier, ou plutôt son épave, et à bord il y a encore près de 1000 tonnes de fioul. D'explosion en marée noire, sans parler du prix du pétrole, on comprend facilement que ceux qui s'occupent d'énergie recherchent maintenant d'autres sources. Hier soir, dans notre journal de 20h, Philippe Gassot nous a montré l'expérience particulièrement intéressante de jeunes Danois utilisant le vent pour s'alimenter en électricité. Je vous propose maintenant de suivre l'enquête réalisée par Georges Leclerc sur le salon qui se tient à Marseille, qui concerne les énergies nouvelles. Il y a une grande vedette dans ce salon, le soleil. Il y a déjà assez de constructeurs de matériel solaire en France pour justifier l'organisation d'un salon spécialisé dans l'énergie de ce type. L'appareil que l'on retrouve le plus souvent, c'est le capteur solaire, sorte de plaque, souvent noire, destiné à recueillir le mieux possible les rayons du soleil pour chauffer de l'eau ou même parfois la maison. Les constructeurs se bousculent, chacun annonçant des prix, des qualités, des performances meilleures que ceux du voisin. Le client ici, ce n'est pas le consommateur, il n'est pas invité, mais l'industriel. Pourtant, la vedette, c'est la photopile. Elle permet de fabriquer assez d'électricité pour faire fonctionner ce petit train, tout cela sans bruit, sans pièces mobiles, sans perte de chaleur, bref, sans pollution. A noter que l'exemple du train n'est pas gratuit. La société qui présente ces photopiles équipera les aiguillages et les signaux électriques du train traversant le Cameroun. Bref, du travail et des applications de professionnels. En France, il existe beaucoup de manifestations, de démonstrations sur l'énergie solaire. Seulement la caractéristique du salon de Marseille, c'est qu'il se veut salon professionnel
et qu'il veut démontrer et montrer aux professionnels, aux architectes, aux ingénieurs thermiciens, aux constructeurs que l'énergie solaire est en train d'entrer effectivement dans nos mœurs. Alors pourquoi ne pas avoir ouvert ce salon au public? Il y a des choses passionnantes à voir ici pour un public averti. C'est un choix que nous avons fait parce que le CETSO auquel ce salon est rattaché est en fait un salon qui est pour les professionnels. Et ouvrir ce salon d'énergie solaire au public, c'était un peu déroger à la règle. Je ne vous promets pas que dans l'avenir, nous ne le ferons pas, puisque l'énergie solaire intéresse vraiment l'ensemble du grand public. Mais ce n'est peut-être pas plus mal pour le moment, puisqu'il faut quand même que les spécialistes réalisent des installations qui marchent. Et c'est notre objectif de montrer ce qu'il faut faire et comment le faire. C'est dommage, le public aurait aimé voir qu'une piscine peut maintenant se chauffer grâce à l'énergie solaire. Le public aurait aussi peut-être aimé voir ce capteur solaire du futur composé de tubes semblables aux lampes fluorescentes. La température de l'eau peut y atteindre près de 200 degrés. Voici la coupe de ce capteur. Avec 200 degrés, ce n'est plus seulement du chauffage solaire que l'on peut faire, mais aussi du froid. Bonne exportation pour le Moyen-Orient. Finalement, un salon regroupant les industriels de l'énergie solaire a une énorme utilité, même s'il n'est pas ouvert au public. Car ici, les industriels se rencontrent, échangent des idées, des matériels, des procédés. L'énergie solaire n'en est plus au stade du bricolage, plus ou moins artisanal, où chacun pouvait tout faire. Il y a des spécialistes aujourd'hui qui ne font que des capteurs, d'autres qui ne font que des ballons ou que des photopiles. Donc l'appareil que vous, public, voulez utiliser sera construit avec les réalisations de plusieurs industriels. L'énergie solaire est accessible dès maintenant pour l'usager, mais le nombre d'applications est encore réduit. Et ici, dans ce salon, il s'en invente de nouvelles chaque jour. Vous savez que ce problème des énergies nouvelles est l'une des préoccupations majeures de la rédaction d'Antenne 2. Et c'est pourquoi nous n'hésiterons pas à appuyer la création d'une journée du soleil prévue pour le 21 juin 79, juin de l'année prochaine donc. Et nous n'hésiterons pas non plus à enquêter et même à suivre toutes les initiatives émanant d'associations ou de municipalités concernant ces énergies nouvelles. Et puis toujours à propos de ces énergies nouvelles, Georges Leclerc, journaliste à Antenne 2, spécialiste ô combien de ces problèmes, vient de publier chez Guillotier un livre sur la pratique de l'énergie solaire. Le soleil, c'est une véritable passion pour Georges Leclerc et il parvient à nous la faire partager en nous expliquant tous les problèmes concernant ce type d'énergie. À l'étranger, 2 télégrammes. D'abord, le début du retrait des parachutistes français de Kolwezi. Ça s'est passé la nuit dernière. Le gros des troupes a quitté la cité minière par la route en direction de Lumumbashi, où, semble-t-il, les Européens sont de plus en plus inquiets. Et puis, l'Argentine. En marge de la Coupe du Monde, la situation politique dans ce pays divise les milieux scientifiques français. Pour parler de ce problème, avec nous ce matin, le professeur Maté. Professeur, bonjour. Je vous propose comme un élément du dossier la déclaration qu'a faite à Bernard Rapp en mars dernier le professeur André Wolf, prix Nobel de médecine. Cela s'est passé au lendemain de la conférence de Belgrade et il lançait un appel aux scientifiques du monde entier. Notre action prend 2 formes. Tout d'abord, le refus de se rendre à tout congrès ou colloque international qui se tient dans les pays ou qui se tiendrait dans les pays coupables de violations manifestes des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ceci, c'est une condamnation morale. Et puis, il y a un autre aspect, c'est aussi le refus pour les scientifiques du monde occidental de recevoir dans leur laboratoire des scientifiques qui appartiennent à ces pays, en particulier à l'Union soviétique. Vous pensez que votre initiative peut être décisive? Nous pensons qu'elle sera très efficace. Vous savez, en particulier pour l'Union soviétique. Pour ce qui concerne l'Argentine, je n'en parlerai pas. La science argentine a été complètement démolie par les arrestations de scientifiques. Voilà ce que disait donc le professeur Wolf en mars dernier. Maintenant, il s'agit du congrès de cancérologie, du congrès mondial qui se tient en octobre prochain, professeur Maté. Alors pourquoi est-ce que vous allez à ce congrès? Je n'ai pas dit que j'allais à ce congrès. Ce congrès est le congrès de l'Union internationale contre le cancer, qui n'est pas un organisme politique. Deuxièmement, il est raisonnable d'aller à ce congrès en tant que cancérologue. Troisièmement, nos amis argentins, qui sont des cancérologues de qualité, demandent à ne plus être isolés, demandent à ce qu'on vienne pour leur apporter les notions nouvelles et à les aider à se désisoler.
Il y a aussi tout ce monde de l'Amérique latine qui demande la culture française, qui demande la science française. Il y a aussi tous ces malades qui, en Amérique latine, ont droit à la médecine moderne. Donc, bien sûr, on est tenté d'y aller. Il n'en est pas moins vrai que les droits de l'homme ne sont pas respectés pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas claires en Argentine, et ceux qui veulent boycotter le Congrès aboutissent à une attitude négative qui consiste à ne pas y aller, et je ne vois pas ce que cela va apporter. Alors j'ai pris une attitude intermédiaire qui consiste à demander une audience au chef de l'État pour lui remettre avant le Congrès la liste des scientifiques dont la situation nous angoisse. Et si les réponses ne sont pas satisfaisantes? Si la réponse est négative, alors j'en conclurai que ma présence n'est pas nécessaire au Congrès du cancer qui se tiendra en Argentine. Si la réponse est positive, je tenterai ma chance. Quelle chance avez-vous de convaincre, d'après vous? Je ne la connais pas, mais je pense qu'elle n'est pas nulle. Bien. Merci, professeur Maté. Sport, en football, je vous rappelle qu'après la dernière journée du championnat de France de 2e division, c'est Angers qui monte avec Lille en 1re division. Le match de barrage, c'est-à-dire le match pour se départager, opposera le Paris Football Club à Besançon pour la 3e place parmi les meilleurs clubs du football français. Et puis cet après-midi à Paris, au Parc des Princes, à 15h30, c'est la grande fête du rugby avec la finale du championnat de France entre Béziers et Montferrand. Le soleil aidant, la fête a commencé dès ce matin dans les rues de Paris, pavoisé de rouge et de bleu et de jaune pour Montferrand. Rouge et bleu sont les couleurs de Béziers. Voilà la fête. Et Roger Coudert, comment se présente cette finale alors entre Béziers et Montferrand? Mais écoutez, Béziers a été 6 fois champion de France, 5 fois depuis 1971, tenant du titre. Il a remporté 3 fois le championnat de France et le du Manoir. Il tente le 4e doublé cette année, ce qui est unique dans l'histoire de tout le rugby français. Voilà Béziers, si vous voulez, équipe redoutable. Quel palmarès. Un palmarès fantastique. Et Montferrand en face, qui est une équipe qui est toujours arrivée aux places d'honneur dans les phases finales du championnat, qui a été 3 fois finaliste, mais qui n'a jamais pu décrocher le titre. Voilà, si vous voulez, en gros, les 2 équipes. Bon, alors maintenant, on va reprendre. Alors, Béziers, ses forces d'abord, et ses voilà, faiblesses. écoutez, je veux vous dire que ce sont 2 équipes qui ont un style différent, bien qu'ils aient quand même des points communs. Par exemple, soigner particulièrement leur jeu d'avant, ça c'est très net, et ils confient parfois le sort d'une partie à leurs buteurs, qui sont les meilleurs, parmi les meilleurs de France, sinon les meilleurs, c'est-à-dire Cabrol et Romeu. Mais on ne sait jamais à l'avance, dans une finale, qui est une chose énorme, quelles vont être les tactiques employés. C'est le cours du jeu qui dirige. Vous savez très bien, vous jouez au rugby, c'est le cours du jeu qui décidera. Mais j'ai choisi toutefois 2 essais des demi-finales pour expliquer un peu les points forts de ces 2 équipes qui, je le répète, sont très complètes l'une et l'autre et peuvent jouer tout à fait notre jeu. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais regardez ces essais. D'abord Béziers, un essai typiquement biterrois, un essai d'avant, où dans la fournaise de la mêlée ouverte, la balle circule quand même. Vous voyez, il pousse. Les Toulousains là sont un peu affolés devant cette poussée. Ça, il s'est fait mine d'ouvrir, replonge dans la pastille. La balle continue à courir et voilà, un essai biterrois. Vous allez voir maintenant un essai montferrandais, toujours basé au départ sur un bon pack qui est dirigé par Christina. Et vous allez voir ce que Romeu va faire derrière, parce que Romeu reste pour moi peut-être la clé, le mystère de ce match. Il peut faire de grandes choses. Regardons l'essai de l'ouverture de Romeu, pas sauter. Le jeu est très déployé, la balle va jusqu'à l'aile, et c'est un essai formidable marqué par Montferrand. Alors, vous voyez, à vous de choisir, Béziers, Montferrand, ce n'est pas moi qui fera un pronostic, on n'a pas le droit d'en faire d'ailleurs. Chacun a sa chance et le match doit se jouer. Bien, Roger, on vous retrouve dans Stade 2 d'abord, et ensuite dans le journal de 20h, où vous viendrez nous parler de ce match. Merci. Un temps de rêve donc cet après-midi pour jouer à la balle ovale. Comme prévu, c'est pratiquement l'été en France aujourd'hui. Après les brumes matinales qui se sont dissipées, le soleil va envahir une grande partie de la France, au moins toute la partie située au nord de la Loire. Il y aura quand même quelques ondées orageuses sur le midi méditerranéen et sur la Corse.
Je vous retrouverai à 20h pour une édition complète du journal. Je ne voudrais pas terminer celui-ci sans vous présenter un nouveau mensuel qui sort à propos de la science-fiction. C'est un magazine de science-fiction de 96 pages. C'est le numéro 1, destiné au grand public, dit son rédacteur en chef. Il comprend des reportages, des articles de fond et des récits illustrés ainsi que de la bande dessinée. Voilà, cela s'appelle Futur et c'est le numéro 1. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Antenne 2 et avec Jacques Martin en particulier.